partenaires engagés, délégués de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, de l'UN Global Compact, membres de la presse, collaborateurs du journal des archipels, tous ceux qui nous suivent également en live ce matin sur les réseaux sociaux du journal des archipels. Chers invités, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du forum du JDA organisé dans les locaux de l'AMM et Made in Maurice, label prestigieux, gage de qualité et du savoir-faire mauricien qui compte parmi les partenaires engagés de cet événement. Merci de votre enthousiasme, merci de votre confiance. Et nous sommes donc ce matin au Cocotte, ancien poulailler reconverti au cœur de la Smart City de Moka, qui permet le développement d'initiatives éducatives, citoyennes, artistiques et circulaires. Lieu qui donne tout son sens à notre événement ce matin, qui porte sur les 17 ODD de l'India-Océanie et dont le thème central cette année s'articule autour de l'ODD 17, quel partenariat pour leur réalisation. Nous en profitons pour remercier nos green sponsors, Analysis affilié Kantar, IBL, Ciel, MCV, UN Global Compact, ENL, Eclosia, AC2V Services, Commission de l'Océan Indien, Gamma, ainsi que nos partenaires engagés, Lille Group, Terra, le groupe Attitude et Made in Maurice, sans oublier l'association of Mauritian Manufacturers qui ont rendu cet événement possible et sans qui nous ne pourrions pas être là pour discuter ce matin. Alors cette saison 2 du forum du JDA vise à renforcer les partenariats entre grandes entreprises et PME dans le but de promouvoir le développement durable dans l'India-Océanie en favorisant une collaboration bénéfique pour tous autour des 17 ODD. Ces échanges, mesdames et messieurs, permettront de mutualiser les ressources et les compétences afin de soutenir une croissance durable dans la région. Chers invités, laissez-moi donc me présenter, on va passer un petit moment ensemble jusqu'à après le déjeuner en fait. On sera ensemble, je suis Estelle et je suis ravie d'être votre maîtresse de cérémonie encore une fois cette année. La demi-journée s'annonce quand même très fructueuse, très laborieuse, bien remplie, et le forum se déroulera en 2 parties. La première partie de la journée débutera par un état des lieux des 17 ODD dans l'océan Indien, suivi de la présentation exclusive de l'enquête régionale sur les partenariats d'entreprises réalisés par Analysis, affilié de Kantar. Nous aurons également l'honneur de bénéficier de la perspective unique du UN Global Compact for Indian Ocean Region sur l'importance cruciale de l'ODD 17 dans notre région. Ensuite, nous passerons à 4 panels de discussion centrés sur les retours d'expérience de nos green sponsors avec une session de questions-réponses ouverte au public. Donc, on vous donnera également la chance de parler, de poser vos questions et de discuter avec toutes les personnes qui seront présentes sur la scène. Le live streaming prendra fin à cette étape, puis nous aurons droit à un networking cocktail avant d'entamer la 2e partie du forum après le déjeuner qui comprendra notamment des ateliers de discussion interactifs avec tous nos partenaires présents. Une nouveauté du journal des archipels cette année, les ateliers de travail auront pour thème central établir des partenariats durables avec des entreprises engagées. Ces ateliers se concentreront sur des discussions autour des ODD identifiés lors de l'enquête de la saison 1. Saison 1. Biodiversité, production et consommation responsable, économie circulaire, énergie propre et ville durable. Nos partenaires auront l'opportunité d'engager avec des startups et ONG qui présenteront leurs projets innovants. Un quiz animé par des experts viendra enrichir ces ateliers en amont. Chaque groupe de travail fera un compte-rendu. Et pour clore cette journée en beauté, un délicieux goûter sera offert à tous nos invités. Donc aujourd'hui, nous avons un programme très riche et inspirant. On compte sur votre participation active et collaboration, bien entendu. Le journal des archipels, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est un média dédié aux enjeux du développement durable. Il se concentre sur la région de l'océan Indien, Maurice, La Réunion, Madagascar, l'archipel comorien, les îles Éparses, Seychelles et l'Afrique
orientale et s'efforce de promouvoir des actions concrètes en faveur de la nature, tout en favorisant un dialogue ouvert entre les acteurs de la région. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir une vidéo présentant le journal des archipels. Applaudir, mesdames et messieurs. Nous allons plonger dans l'univers du journal des archipels. Magnifique vidéo pour commencer cette belle journée. Alors entrons tout de suite, sans plus attendre, dans le vif du sujet, avec le discours de M. Jacques Romby, directeur du journal des archipels, qui a fondé ce média indépendant dédié à la diffusion d'informations pertinentes et inspirantes en faveur d'un avenir durable. On l'accueille tout de suite sous vos applaudissements. Nous recevoir, nous tous en fait, toute l'équipe. On est très heureux parce qu'en 4 ans d'existence, grâce à vous, j'étais avec Shoren Guedni à l'instant qui me disait c'est un travail d'équipe, on a déjà, tous ensemble, on est déjà dans l'ODD 17, l'ODD du partenariat. Et donc, en 4 années, le magazine est devenu un petit peu le guide, une référence dans la région pour justement s'engager sur une économie plus circulaire, une économie plus durable. Et on essaye, c'est difficile, mais on essaye en tout cas de nous engager tous sur l'atteinte des ODD. Mais je ne ferai pas un long discours, hein, c'est pas trop mon fort, je préfère écrire. Comme Estelle l'a rappelé à l'instant, cette année on essaie d'engager donc vraiment en action. Avec cette saison 2, on va faire vraiment rentrer dans le vif du sujet, en essayant de regrouper donc, les grands groupes avec les petites PME, avec les startups, les associations, de manière à ce que chacun échange, ce sont des discussions plutôt libres, hein, pour voir quelles sont les carences. Ça c'est issu de notre forum de la saison 1, on s'est aperçu qu'il y avait un manque de partenariat. Les grands groupes sont isolés un petit peu avec leurs moyens matériels humains, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais souvent les petites entreprises et les associations sont au courant, plus au courant donc du terrain, des problématiques. Donc ensemble, il faut qu'ils trouvent des moyens de se coordonner pour travailler ensemble, hein, pour trouver des opportunités d'affaires qui permettent après de développer intelligemment des partenariats qui vont permettre d'atteindre les ODD, donc économie, environnement et social. Donc j'ai choisi une anecdote pour commencer, et Dracula, rassurez-vous. Il n'en manque pas autour de nous hein, pour illustrer un petit peu les deux mondes qui vivent, qui se côtoient et qui sont souvent dans des univers parallèles. Donc j'ai choisi une anecdote que j'ai vécue récemment qui parle d'un retour de plongée sous-marine, un loisir que j'ai le privilège, une passion que j'ai le privilège de pratiquer régulièrement, puisque nous étions donc récemment au retour d'une plongée sur le quai du Yacht Club de Grand-Bay, et donc avec d'autres plongeurs où on a assisté impuissant au massacre à coups de marteau d'une très belle murène par un homme qui venait de la pêcher. Donc les cris horrifiés des plongeurs, quelques minutes avant, ont photographié des murènes sous l'eau. Les plongeurs donc n'y ont rien changé, rapidement le puissant animal se transformait en un tas de chair mou et gluant. Le pêcheur avait bien entendu les cris d'horreur et il nous répondait sur le même ton. Moi, mon bizin manzé, toi, toi bien content, tire photo poisson. Moi, mon bizin manzé. On a là, en quelques minutes, tout un résumé du sujet qui nous réunit aujourd'hui.
pour atteindre les ODD, pour s'engager dans des actions de RSE, de développement durable, autant de concepts qui ne se mangent pas. Il faut d'abord que les gens aient le ventre plein. L'an dernier, je citais déjà Jean de La Fontaine, ventre affamé d'un point d'oreille, à qui je proposais de répondre par jouons groupés dans un nouvel ordre économique. En clair, engageons-nous vers plus de coopération, de partenariat, c'est l'objet de notre forum d'aujourd'hui, et chacun à son niveau pourra interagir et sensibiliser son voisin, son prochain. Les grands groupes vers les petites entreprises, les start-up et les associations, lesquels pourront relayer les bonnes informations auprès du grand public. Fils de pêcheur de Méditerranée, loin de moi l'idée de jeter la pierre à ce tueur de murènes. Bien au contraire. Combien il avait raison de pêcher pour nourrir sa famille. Une noble activité quand elle est faite dans le respect des écosystèmes. Et d'ailleurs, notre magazine dénonce régulièrement les effets de la surpêche. Alexandre, mon collègue ici présent, a reçu même un prix donc, pour le journalisme d'investigation sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, l'idée, c'est qu'une murène vivante, comme une tortue, comme un requin, ça génère beaucoup plus de revenus qu'une simple pêche, donc quand les animaux sont consommés aussitôt, en fait. Par exemple, des ailerons de requin, ça va rapporter 20 $ environ aux gens de la région qui vont les pêcher. Ça sera vraiment 10 fois plus sur les marchés asiatiques. Mais le même requin, quand on prend l'exemple du shark diving qui est fait de manière, il faut bien le faire aussi, aux îles Fidji ou ailleurs, ça ramène 200 000 $ en moyenne. Quand on fait une moyenne sur les spots de plongée, sur les plongées annuelles, un requin, ça ramène 200 000 $. Donc, vous voyez, 20 $, 200 000 $. Et là, du coup, le requin, il est protégé, les populations sont sensibilisées. C'est la même chose pour les mammifères marins, l'observation quand elle est bien faite, à Madagascar notamment. Donc on arrive à avoir de vraies ressources, de vrais revenus, où on retrouve donc l'économie, puisque ça génère des emplois, le social bien sûr, et l'environnement est protégé. On protège ses baleines, on protège ses requins. Voilà un petit peu l'idée. Hein. On pourrait trouver encore beaucoup d'exemples et d'anecdotes de ce genre pour finir de nous convaincre. Notre mission, tous ici présents, est d'engager à notre petit niveau des actions de sensibilisation, de mentoring, de partenariat, afin d'inverser la spirale qui nous mène droit au mur. Donc, parmi les 3 piliers du développement durable, celui de l'économie est sûrement le plus important, hein, puisqu'il crée de la valeur, autour par exemple de la plongée, je viens d'en parler, et qui crée donc après, qui génère du coup les 2 autres piliers, environnement et social. Donc en tout cas, j'arrêterai là cette anecdote pour remercier chaleureusement et très sincèrement nos partenaires et mes collègues ici présents, ainsi que ceux qui ont participé depuis la Réunion et Madagascar, qui nous regardent j'espère. C'est cette dynamique régionale qui a permis la réalisation d'une enquête exceptionnelle par Analysis, affiliée de Kantar, de ce hors-série qui est avec vous, de vidéos et l'organisation de cette journée de conférence qui va nous permettre d'avancer ensemble vers l'atteinte de ces fameux ODD. Je tiens à remercier particulièrement nos sponsors et partenaires. Merci à Made in Maurice qui nous accueille dans la maison de l'industrie locale. Merci également à mes collègues ici présents, Sharon, Alexandre, Donna, Renaud, Fabien, Daniel, Marie-Noël, je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vu. À mes collègues de Madagascar, Liv, Abzak et Niouli, à La Réunion, Anaïs, Isabelle, qui a fait le déplacement pour l'occasion, et le team du canal numérique Jeunesse de l'Océan Indien, qui a fait aussi le déplacement et que je salue chaleureusement. Petite parenthèse, donc le CNJOI, donc le canal numérique des jeunes de l'Océan Indien, a une vraie vocation sociale et fait rayonner la jeunesse de l'Océan Indien par des actions de formation et de sensibilisation autour d'une véritable télé qui est diffusée sur les principaux canaux de la Réunion et puis d'ailleurs, bien sûr. Donc le CNJOI fera un compte-rendu de ce forum qui sera diffusé sur leur chaîne à La Réunion. C'est un de nos engagements pour le partenariat régional. Et Arnaud, va nous rejoindre pour un petit pitch de 30 secondes parce qu'on est vraiment dans un timing très serré. Voilà, donc je vous souhaite un bon forum à tous et ensemble, essayons de construire un monde meilleur. Merci. Bonjour. La CNJOI, c'est un média jeunesse dynamique d'utilité sociale dédié à mettre en lumière les talents et les ambitions des jeunes de l'océan Indien. À travers notre chaîne télé jeunesse, diffusée sur SFR, Zéop et bientôt Orange, nous offrons une plateforme unique
pour promouvoir l'insertion des jeunes grâce à l'éducation par l'image. Alors, c'est quoi notre mission? C'est d'offrir aux jeunes créateurs de contenu l'opportunité de produire et de diffuser leurs œuvres sur une chaîne qui leur ressemble. Chaque projet, c'est une vitrine de leur créativité diffusée à un large public sur notre chaîne TV. Nous abordons des thématiques essentielles pour la jeunesse comme l'éducation, la prévention et le développement durable en les mettant au cœur de notre programmation. CNJOI, c'est bien plus qu'une chaîne, c'est un tremplin pour l'avenir de la jeunesse de l'océan Indien. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous car nous ne sommes pas simplement un média, mais nous contribuons aux objectifs de développement durable. Merci. Merci beaucoup Arnaud, court, concis, mais le message est passé. Merci également à M. Jacques Rombi pour ce discours de bienvenue. On continue, mesdames et messieurs, avec le programme de la journée. Les objectifs du développement durable, ODD, adoptés par les Nations Unies en 2015, constituent un plan d'action mondial pour éradiquer la pauvreté, protéger l'environnement et garantir la prospérité pour tous d'ici 2030. Où en sommes-nous dans la zone de l'océan Indien, justement? Nous sommes heureux d'accueillir à présent Madame Virginie Villeneuve, directrice associée d'Analysis, affiliée de Kantar, pour un état des lieux des ODD. On l'accueille tout de suite. Donc, bonjour à tous, c'est un peu un guise d'introduction qu'on va faire un bilan très rapide de où en sommes-nous des ODD au niveau global déjà, et ensuite dans la zone océan Indien avec une comparaison de certains indicateurs pour Réunion, Madagascar et Maurice. Merci. Donc effectivement, on l'a dit, on est maintenant à 6 ans de la date qu'on s'est fixée, c'est-à-dire 2030, on est à mi-parcours, il est vraiment temps de s'arrêter et de regarder où en sommes-nous, est-ce qu'on est sur la bonne voie. Je suis désolée, je ne vais pas annoncer de très bonnes nouvelles pour commencer cette journée, mais je suis sûre qu'elle finira sur des notes plus positives. Si on s'arrête là tout de suite, aucun ODD n'est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Concrètement, on est à 66% alors qu'on devrait être à 70%. Il suffit de regarder les couleurs sur ce tableau, 17 ODD, bon, aucun n'est en vert. Au mieux, on est en stagnation, voire en régression sur certains ODD. Alors, il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'on régresse partout ou qu'on stagne partout. Certains pays ont fait des efforts sur certains ODD et on peut noter, notamment en matière de santé, sur la mortalité néonatale de moins de 5 ans, sur les infrastructures, alors vous voulez, c'est l'accès à Internet, au smartphone, à un compte bancaire, donc du basique, mais là-dessus on a des nets progrès, ce qui nous fait penser qu'on a quand même 18% des ODD qui ont une chance d'être atteints en 2030, mais encore une fois, les résultats sont très différents selon les régions. Finalement, c'est la moyenne mondiale qui n'est pas très encourageante, mais certaines régions évoluent positivement. Les gros retards, où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, notamment la lutte contre la faim. Ici, on a un retard qui est important. Les résultats, notamment en matière de santé, même si la mortalité néonatale s'améliore, la santé d'un point de vue global, les résultats ne sont pas encore positifs. Tout ce qui concerne la protection de la biodiversité marine, mais également terrestre, la pollution urbaine et le logement sont également des défis majeurs dans plusieurs zones du monde.
Et enfin, les sociétés pacifiques sont aussi un ODD qui enregistre un retard aujourd'hui. Donc allons voir maintenant de plus près dans les zones de l'océan Indien. On va commencer avec pauvreté et inégalité. Donc vous allez retrouver ici Maurice, Madagascar et Réunion qui sont comparés. Donc on voit des réalités très contrastées. Laissez-moi d'abord vous expliquer les indicateurs. Le taux de pauvreté pour Madagascar et pour Maurice sont celui de la Banque mondiale, c'est-à-dire vivre chaque jour avec moins de 2,15 $. Donc on n'est pas du tout sur le même indicateur pour la Réunion, je vais y revenir. Donc Maurice a fait de réels progrès parce qu'aujourd'hui c'est moins d'1% de la population qui vit au-dessus de ce taux de pauvreté, alors qu'à Madagascar on est sur une pauvreté endémique, j'ai envie de dire, avec 66% de la population qui vit en dessous de ce seuil. Pour la Réunion, le seuil de pauvreté est calculé différemment. C'est un indicateur qui correspond mieux au contexte réunionnais, qui est quand même un contexte européen. Donc il s'agit du nombre de personnes qui vivent en dessous de 60% du revenu médian. C'est en gros en dessous de 1 000 € par mois. Et on a quand même 35% des Réunionnais, même si ça s'est amélioré, mais dans certaines zones plus sinistrées comme l'Est, on peut atteindre les 47% de Réunionnais qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Donc on peut s'attarder sur le coefficient Gini pour voir, ok, on connaît le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, maintenant voir est-ce que les écarts sont importants, les inégalités sont importantes dans ces zones. Le coefficient Gini, plus il se rapproche de 1, plus il va démontrer une société inégalitaire. Alors, sur Maurice, la courbe Gini s'est stabilisée, voire a régressé. Donc, on a des inégalités qui sont moins flagrantes qu'il y a quelques années et qui sont dues notamment aux dernières réformes sociales qui ont été menées à Maurice et qui tendent à réduire concrètement ces inégalités. À Madagascar, on a un indicateur très fort, et à La Réunion, je tiens à préciser que selon les sources, il peut varier de 35 à 53, ce qui paraît énorme, 53, donc on va penser que le 35 est plutôt une source réelle, mais les inégalités sont très, très prégnantes à La Réunion, et en tout cas, elles sont supérieures au niveau métropolitain, évidemment. D'autres indicateurs, donc notamment la sécurité alimentaire avec la prévalence de la sous-alimentation. Donc Maurice est passé en dessous de la barre des 7% avec 6,8. Donc on s'améliore sur cet indicateur. À La Réunion, c'est un non-sujet, hein, ça n'existe, il n'y a pas de sous-alimentation. Par contre, on voit sur ces deux régions le développement, la prévalence de l'obésité, qui peut s'expliquer notamment à La Réunion avec une transition nutritionnelle rapide due au mode de vie moderne. C'est fait très vite et quelque chose qu'on va retrouver aussi à Maurice avec 19% de la population pour une prévalence de l'obésité. Madagascar, 51% sur la prévalence de la sous-alimentation, donc un malgache sur deux va souffrir de sous-alimentation. Merci Nathalie. Donc on continue avec deux derniers indicateurs très importants pour notre journée, notamment l'énergie. Alors, c'est là où les choses changent. Merci. Donc, pour ce qui est des énergies de sources renouvelables de Madagascar, à force d'être en retard, on est en avance, 30%. C'est un très beau score. Sur Maurice et La Réunion, donc Réunion, on est à 12,5% de l'énergie qui est issue de sources renouvelables, à savoir que La Réunion était quand même un département pilote sur tout ce qui est photovoltaïque. On pouvait s'attendre à un meilleur score, et pour Maurice, seulement 9% également. Donc là, c'est clair, ce que ça nous dit, c'est que des politiques plus ambitieuses en matière d'énergie durable sont attendues, notamment à Maurice. Autre indicateur très important,
qui va toucher au moins la moitié de la salle, sinon plus ici. Donc effectivement, un indicateur de progrès social avec le pourcentage de femmes dans des postes à responsabilité. Et la Réunion, ici, a un très beau score avec 45%. Sur Maurice, même si les choses s'améliorent avec 20% des femmes qui atteignent des postes à responsabilité et quasiment la même chose pour Madagascar, des efforts sont notés, mais il y a encore du travail de ce côté-là. L'inclusion des femmes dans les sphères décisionnelles est un champ qui doit encore être appuyé. Donc, ce que nous dit cet arrêt sur image, un peu ce bilan très rapide des zones de l'océan Indien, c'est qu'effectivement, Maurice doit redoubler d'efforts pour intégrer la durabilité environnementale et la réduction des inégalités sociales. Pour Madagascar, en revanche, la pauvreté et l'insécurité alimentaire doivent être taclées, notamment avec des réformes structurelles pour assurer un développement équitable et durable. Et enfin, à La Réunion, notamment, ce qu'on peut dire, c'est que les défis importants en matière de chômage et d'égalité sociale doivent être considérés et puis attaqués. Bon, on a pu remarquer, et en tout cas on peut se dire qu'effectivement l'ODD 17, qui nous rassemble aussi aujourd'hui, est sûrement une bonne solution. À plusieurs, on fera sûrement mieux. Et il existe déjà des exemples de partenariats, que ce soit avec le privé, avec les collectivités locales, avec des ONG, qui présentent des résultats très intéressants. Et j'aimerais partager avec vous un de ces résultats. Qu'on a eu l'honneur d'accompagner. Depuis 2 ans maintenant, la Lysis Kantar a développé un département de plaidoyer et de communication, c'est la vidéo peut-être, de communication durable et sociale. On a l'honneur d'accompagner le roi Merlin à La Réunion depuis 2 ans sur ce projet-là. Et je voulais vous présenter les chantiers solidaires, donc un des nombreux projets de Leroy Merlin, où on va retrouver une entreprise privée, mais également les communautés la commune de l'Ouest avec le TCO et des ONG avec les bâtisseurs du cœur, où ici l'objectif est de choisir une famille dans le besoin et de refaire son logement avec des normes aussi durables. Je laisse la vidéo, je vous laisse la découvrir et je pense que les images en diront plus. On y va les enfants. Donc il faut savoir que plusieurs chantiers sont menés chaque année. Et c'est vraiment des projets très importants, non seulement pour l'île, pour la communauté locale, mais également pour l'entreprise. C'est notre métier de mesurer, donc vous imaginez qu'on le fait bien aussi. Les retours en termes d'image rate, de cohésion des salariés, de bien-être au travail sont impressionnants. Donc, pour les 3 années, je vous dis merci beaucoup. C'était une équipe formidable. C'était la première fois que je connaissais pas que l'entreprise pouvait aider et ça m'a fait joie de voir que c'était la communauté. Ils m'ont fait plaisir. Je peux vous dire merci, mais en tout cas, merci beaucoup. Vous étiez parfait. Donc voilà, une note positive. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, vous avez vu, le constat est alarmant. On doit tous agir, on a tous des compétences. Les nôtres, elles sont là, on est communiquées, donc on l'a mis à ce service-là. Je pense qu'on a tous une carte à jouer et c'est maintenant. Merci. Merci beaucoup, Madame Virginie Villeneuve, pour cette présentation de bonnes et mauvaises nouvelles. Mais voilà, on enchaîne tout de suite. Alors, chers invités, l'ODD 17, axé sur les partenariats, est essentiel pour la réussite des autres ODD dans la région de l'océan Indien.
Comment la UNGC s'organise-t-elle pour favoriser ces collaborations et amplifier leur impact? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. The automobile is a fad, a novelty. Horses are here to stay. I think there is a world market for maybe 5 computers. Women cannot do men's work. Sustainability is important, but we have more urgent issues. History has taught us that the leaders who succeed are the ones who meet the needs of the future by moving forward. To achieve the Sustainable Development Goals by 2030, we need forward thinkers. Those who see the SDGs as a driver of growth, not reputation. Who are busy making progress, not just pledges. Who know sustainability is the future, not a trend. Because right now, only 15% of the SDGs are on track for 2030. Some are even moving backwards. And the majority of businesses aren't setting bold enough targets. Forward Faster is here to guide companies on the areas where they can make the biggest, fastest impact for 2030. Because sustainable companies give us the best chance of achieving the SDGs. But we need you to take more ambitious action. The people and planet of tomorrow are relying on the forward thinkers and doers of today. Don't fall behind the times. Move forward faster. You think they're gonna do it? Move Forward Faster, vidéo très poignante et encore plus importante quand le message est passé à travers les enfants. En fait, on quitte la planète pour eux, en fait. Et donc, très très belle vidéo qui nous pousse à la réflexion ce matin. Alors, je voudrais maintenant inviter sur cette belle scène Madame Lovna Arnasalon-Sirengen, présidente du conseil d'administration de l'UNCG, qui abordera la thématique suivante, l'importance de l'ODD 17 dans notre région. Quelle est la perspective de l'UNGC? Voilà, j'ai bien prononcé cette fois-ci. On l'accueille tout de suite. Bonjour à tous, je vais faire comme Jacques, je vais pas respecter le protocole. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, cette semaine, il y a plusieurs choses qui se sont passées au Global Compact, vous avez probablement vu, alors que les dirigeants mondiaux se sont réunis aux Nations Unies cette semaine. Ils ont mis en garde contre le péril auquel le monde est confronté, à moins d'agir avec urgence pour sauver les objectifs de développement durable de 2030. Ces objectifs visent à éradiquer la faim, l'extrême pauvreté et à lutter contre le changement climatique. Lors du sommet, qui s'est passé cette semaine, depuis lundi, une déclaration a été adoptée par consensus réaffirmant la feuille de route de 2015 avec 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD, qui inclut également l'accès à l'eau, à l'énergie, la réduction des inégalités et l'égalité des genres. Comme l'indique cette déclaration, la réalisation des ODD est en péril. Ça suit un petit peu la présentation. Les progrès sont non seulement beaucoup trop lents, mais dans certains cas, ils ont même régressé. J'ai pas de bonnes nouvelles non plus. En dessous du niveau de référence établi en 2015. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, seulement 15% des cibles sont sur la bonne voie, tandis que de nombreux objectifs sont en train de reculer. Cette situation nous pousse plus que jamais à agir avec détermination et rapidité. 5 choses à vous mentionner ce matin. La première, la région de l'océan Indien, un terrain propice pour la coopération, donc le DD 17. En tant que région insulaire, l'océan Indien présente des défis communs, tels que la vulnérabilité climatique,
la dépendance économique au tourisme et l'accès limité à certaines ressources. Ces problématiques qui sont partagées entre nos îles font des ODD 17 qui prônent le partenariat une priorité pour notre région. Nous devons élaborer des solutions adaptées à nos réalités locales, tout en nous inspirant des meilleures pratiques internationales. Numéro 2, le rôle du secteur privé et du pacte mondial. Le secteur privé a un rôle clé à jouer dans la réalisation des ODD. En tant qu'un des membres fondateurs du pacte mondial des Nations Unies, je représente aussi IBL sur le board, nous croyons fermement en la capacité des entreprises à apporter des solutions concrètes aux enjeux mondiaux. Nous, comme les autres fondateurs, tels que la NCB qui est là aujourd'hui, Action, Afrasia et d'autres qui sont sur le board. L'initiative du pacte mondial lancée en 2000 par Kofi Annan vise à renforcer la coopération entre les Nations Unies et les entreprises pour développer des écosystèmes favorisant les pratiques commerciales durables. Grâce à ce cadre, les entreprises peuvent s'unir et mettre en commun leurs ressources pour atteindre les ODD. Lors du CEO Forum cette année au Rwanda, en mai, beaucoup d'entre nous, nos CEO, ont signé ce qu'on appelle le Africa Business Leaders Gender Statement et aussi le Climate Statement, réaffirmant ainsi notre engagement à promouvoir l'égalité des genres dans toute la région et à intégrer des pratiques commerciales responsables. Cet engagement, tout comme d'autres partenariats, nous permet d'étendre notre impact et de concrétiser les ODD dans nos opérations en Afrique et dans l'océan Indien. Numéro 3, les partenariats comme levier de performance. Comment utilisons-nous cela? Les partenariats stratégiques sont une des clés réussies pour atteindre les ODD. Par exemple, des collaborations comme celle de certains de nos collaborateurs ou de nos entreprises mauriciennes avec des acteurs publics et des ONG montrent que ces alliances peuvent non seulement améliorer l'image de marque des entreprises, qui n'est pas le but, mais aussi leur permettre d'accéder à de nouveaux marchés tout en adoptant des pratiques durables. 4. La force des partenariats multi-acteurs. Unir les forces entre le secteur privé, les institutions publiques et la société civile est indispensable. Nous avons tous vu ça, il y en a certains d'entre vous que je vois depuis des décennies dans le développement durable, même plus. Donc nous le savons tous, ce point. Le pacte mondial des Nations Unies nous permet de créer un espace de dialogue garantissant que chaque partie prenante puisse contribuer de manière active à la mise en place des ODD. Les ODD, we can't achieve SDGs if we are not together. Ça, c'est clair. La diversité des perspectives et des compétences rend ces partenariats plus résilients et plus efficaces. Et 5, je ne vais pas prendre trop de temps parce que Jacques a dit les discours sont short, c'est ça. 5, pour atteindre les ODD d'ici 2030, il est indispensable que nous accélérions nos efforts collectifs à travers des partenariats solides et l'engagement des acteurs locaux et internationaux. Nous avons la possibilité de créer des chaînes de valeur durables. Nous avons commencé à le faire pour certains d'entre nous, de promouvoir l'innovation sociale et de développer des projets bénéfiques pour nos communautés et notre planète. Avec ce 5e point, j'espère qu'on a été très clair sur l'objectif, en tout cas par rapport aux ODD des Nations Unies. Nous avons Pooja, notre coordinatrice pour UN Global, qui est dans la salle aujourd'hui, qui peut vous aider à comprendre mieux, en tout cas, les différentes actions qu'on mène aujourd'hui. Pooja est là. Donc, elle est là la journée pour vous aider aussi à comprendre mieux ce qu'on fait dans la région et ce qui se passe, en tout cas en termes de collaboration entre les différentes entreprises du secteur privé aujourd'hui. Et sur ce, je vous remercie de votre engagement. C'est par la coopération et l'entraide que nous pourrons atteindre les ODD, ça c'est sûr, et créer un futur plus durable pour notre région de l'océan Indien. Ensemble, nous avons tout à fait la capacité de transformer nos défis communs en opportunités de changement positif. Merci. Merci beaucoup, Madame Levna Arnasalon-Sirenbienne. Levna sera là bien sûr pour le déjeuner et Pooja également, donc vous aurez l'occasion de discuter avec elle un petit peu plus tard. Chers invités, une enquête a été menée auprès des entreprises de l'océan Indien sur 3 territoires, Maurice, Réunion et Madagascar,
dans le but de comprendre les activités de partenariat développées par les entreprises de la zone dans le cadre des objectifs du développement durable. Accueillons comme il se doit Madame Nathalie Job, directrice associée, analysiste affiliée Kantar, qui nous en dira plus sur cette enquête. Toujours sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour faire cette présentation de la grande enquête. Merci Jacques de l'opportunité qui nous est donnée de collaborer depuis toutes ces années. Et merci aux autres sponsors et parrains de faire en sorte de faire vivre cette communauté qui a un devoir en fait d'entraîner une communauté plus large. Je pense que c'est le plus important. Donc, ce que je voulais dire avant de commencer, parce que c'est ça, c'est que ce qui est important en fait, c'est effectivement, avant de parler sur des résultats de cette étude, c'est peut-être de dire que contrairement aux autres, j'aime bien me différencier, j'apporte des bonnes nouvelles. Mais il restera un défi parce que quand on regarde les résultats de ce travail qui est quand même limité en termes de cible, vous verrez, mais ça qui représente les entreprises qui sont ici, les entreprises qui agissent, il y a quand même un défi qui va rester, c'est le défi de faire tâche d'huile. C'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui est fait et d'entraîner pas simplement, évidemment, les grandes entreprises qui sont aujourd'hui un peu la cible et les acteurs et les promoteurs de ce qui se passe, mais aussi d'entraîner, d'étendre en fait ces pratiques de partenariat auprès des plus petites entreprises, des TPE, des PME, pour qu'effectivement ces pratiques se développent et qu'évidemment elles puissent avoir les moyens de le faire, notamment grâce au support de toutes les institutions qui sont présentes ici, qui pourraient les aider parce qu'elles n'ont pas évidemment de sustainability manager ou de responsables qui peuvent prendre cela en main et c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que si on regarde cette étude, donc on a une cible en fait qui est la cible en fait de l'enquête. On va voir, c'est essentiellement des responsables de développement durable, sustainability manager, head of sustainability, enfin, des gens qui sont concernés et qui agissent. Et en fait, du coup, c'est plutôt les grandes entreprises qui ont répondu. On a quand même surtout, je pense qu'au fur et à mesure de ce développement et de ce travail qu'on fait, plus d'engagement sur Madagascar notamment, ça reste compliqué d'avoir l'engagement. Et bien sûr, l'idée c'est aussi de croître la part de la Réunion. On a plutôt des entreprises très grandes qui ont répondu. Évidemment, ça reflète bien le tissu économique en fait de chaque pays en fait, dans ce travail. Donc on a effectivement des gens qui ont répondu de différents pays et on a quand même très peu en fait qui ont moins de 50 salariés. C'est un tiers en fait qui ont moins de 50 salariés. Le reste ce sont des grandes entreprises. Donc vous avez en fait tous les résultats après dans l'étude. Là ça fait un petit peu loin. J'essaie Donc dans la cible de l'enquête, dans quel secteur les entreprises qui ont répondu travaillent. Donc c'est essentiellement le secteur tertiaire. Ça aussi, ça reflète bien l'économie locale. On a quand même le secteur secondaire qui a répondu et le secteur primaire. Donc en fait, on a eu à peu près un peu plus de 65 réponses. On en a eu plus, mais on les a eu trop tard. Donc on n'a pas pu les traiter et on a dû enlever à peu près une quinzaine de réponses qui étaient soit des duplicats, soit c'était pas qualitatif pour notre résultat. Et en fait, moi je tiens à remercier ceux qui sont là et qui ont répondu, parce que ça a été très documenté. Tout le monde a bien documenté et je pense que ça fera peut-être l'objet d'une autre publication, c'est-à-dire avec l'accord de chacun, sur vraiment quels sont les partenariats. Parce que c'est vrai qu'en lisant les verbatims que chacun a mis dans cette enquête, c'est-à-dire les partenariats par type qui sont développés, j'ai appris beaucoup. Parce qu'en fait, et c'est là que je réalise qu'effectivement, il faut faire, mais il faut aussi communiquer.
Parce que c'est vrai que si on ne fait pas savoir, c'est pas simplement communiquer, on n'est pas là pour le greenwashing, mais c'est aussi dire qu'on fait, ça encourage les autres à faire, et ça change aussi l'esprit en fait. On change la réalité en la projetant différemment. Si on projette une réalité qui est plus positive, elle sera plus positive. Donc c'était vraiment très documenté, et avec l'accord, je demanderais, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire, de publier plus de détails. Je pense qu'on en manque en fait. Bien sûr avec le journal de l'archipel. Ça va sans dire. L'an dernier, on avait une cible plus large. Il y avait des sustainability managers, on avait beaucoup plus de monde, on avait aussi des CEO, des gérants, mais on avait demandé en fait le niveau d'engagement par rapport aux politiques de RSE. Oh pardon, j'allais trop vite. Donc l'an dernier, on avait à peu près on avait 57% l'an dernier qui avaient jugé qu'elles avaient un fort engagement dans cette année. Je vais m'approcher, voilà, c'est bon, on l'avait vu. Donc on avait un engagement plus faible, on n'avait pas 100% des entreprises qui disaient qu'elles étaient très engagées. Évidemment, là, ce sont des sustainability managers qui ont répondu, donc la plupart, elles se positionnent comme engagées, sinon elles n'auraient pas ce poste à l'intérieur de leur entreprise. Et pour presque 2/3, l'engagement est jugé fort. Donc on avait une question aussi qu'on avait posée, c'était les priorités, ce qu'on appelle les priorités brûlantes. Voilà. Donc en bleu, vous avez les réponses de 2024 et en vert de 2023. Donc quelles sont pour vous, quelles étaient les priorités les plus importantes pour votre pays? Donc en fait, on voit que c'est assez aligné d'une année sur l'autre, malgré que la cible ne soit pas tout à fait la même. Là, on a plus de spécialistes. L'an dernier, on avait moins de spécialistes. Mais la première priorité brûlante citée par les répondants, c'est vraiment l'environnement. Je ne comprends pas que ça ne s'affiche pas. Donc, je suis un peu embêtée. Si, c'est bon. Mais non, il manque excusez-moi, mais il manque des... Ouais, il manque des trucs. Format. Mac, je sais pas. Non, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ce qui restait, c'était, on voit certaines différences. Là, vous voyez 49%, je vais deviner. Hausse des prix. Le 49%, 56%. Les seuls endroits où on a vu qu'il y avait une petite différence, où on était plus bas cette année par rapport à 2023, c'est sur ce 49-56, et c'était sur les prix de la cherté de la vie. Ce qui peut se comprendre, parce qu'en fait, on sait qu'il y a une forte pression depuis 3 ans sur les prix. La pression sur les prix continue, mais elle est quand même nettement moins forte depuis cette année, même si elle reste. Le taux de l'inflation le montre, il a baissé, donc on voit que c'était une baisse. Donc quelque part, on reste aligné sur les différentes priorités que je vous laisse découvrir dans le rapport, parce que ça, il y a tout. C'est l'animation en fait qui se fait. Alors, les engagements et les partenariats mis en place. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, la plupart des personnes qui ont répondu avaient développé en fait des partenariats. Donc, la plupart, 58% pour la plus grande proportion, ce sont des partenariats avec des ONG, des associations. Et puis, dans un second temps, on voit presque à égalité, ce sont des partenariats développés avec des entreprises ou le gouvernement. Donc ça, on va voir à la fin, on aura plus de détails. Donc on voit vraiment, c'est le domaine associatif qui sort. Et puis après, dans un second temps, des entreprises ou des autorités locales ou du gouvernement. Voilà. Et puis, évidemment... C'est en page 15. Donc, la question était, les engagements qui ont été mis en place, combien, donc vous avez mis en place des engagements, mais combien d'engagements avez-vous mis en place? Donc, on voit en fait que les partenariats actifs sont importants, avec plus de 38% qui ont plus de 10 partenariats. Et quand on regarde ces partenariats,
Donc, je suis désolée, hein, je sais pas technique. Là. Donc, et la plupart des personnes qui ont répondu parlent en fait de partenariats au niveau local, au niveau micro, on va dire, au niveau du quartier, au niveau local, ou sinon c'est au niveau de la région, du district. Et on a quand même 42% qui ont aussi des partenariats qui ont un impact au niveau national, et certains même au niveau international. Quels sont les objectifs de ces partenariats? Donc là, c'est assez intéressant. Donc évidemment, vous pouvez répondre à plusieurs questions. Donc là, pas de langue de bois. Il y a quand même clairement le fait de vouloir fédérer les équipes et l'engagement d'une entreprise autour d'un projet partagé est sorti en premier. C'est assez étonnant. On s'attendait moins à cela, puisque l'on sait que les priorités sont plutôt externes, mais à égalité avec l'importance pour l'entreprise de soutenir une cause, un projet d'intérêt national ou local, il y a aussi la volonté d'avoir toute l'entreprise derrière un projet. Et finalement, ça rejoint un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les études au niveau de l'engagement, l'importance aujourd'hui, pour engager les équipes, d'avoir du sens. Et le sens, un sens élargi, c'est plus l'entreprise et sa production, mais c'est l'entreprise et son impact, et l'entreprise et son activité. Donc ça, c'est quand même intéressant. Évidemment, en troisième, on a l'amélioration de l'image. Voilà, c'est aussi important. Et c'est aussi intéressant que ce ne soit pas caché. Hein, on ne le fait pas de façon, on va dire, souterraine. Ça fait aussi partie d'une stratégie de réputation, hein, et de se lancer dans ces partenariats. Et puis en quatrième, et ça c'est aussi très intéressant, c'est l'envie, le besoin de s'appuyer sur ces partenariats pour faire de l'innovation sociale, de l'innovation produit ou de l'innovation organisationnelle. On le verra tout à l'heure, il y a différents types d'organisation et d'innovation. Donc comme je vous l'ai dit, on ne peut pas citer tous les partenariats. Donc on a eu en tout 166 noms différents sur 204 exemples, ce qui montre qu'en fait il y a une grande diversité de partenaires qui ont été cités. On voit quand même le ministry qui arrive, donc il y a beaucoup d'entreprises au niveau mauricien qui ont cité des accords avec le ministère. On en parle peu, mais en fait, quand on s'intéresse à chaque entreprise individuellement, eh bien, ces partenariats ils existent quand même. Bien sûr, l'association, beaucoup de fondations, et on le verra, c'est surtout particulièrement important sur Maurice, le fait de travailler avec une fondation d'entreprise, et parfois, souvent d'ailleurs, sa propre fondation d'entreprise. On voit quelques noms qui sortent. On voit évidemment des noms d'associations, d'institutions. Plus c'est gros, plus elles ont été évidemment citées souvent. Donc, Signé Nature, par exemple, Foodwise, les universités, l'UNESCO, la fondation, des écoles. Donc, il y en a eu beaucoup évidemment de mentions aussi de partenariats des écoles et des universités. Donc ça, c'est vraiment ce qui est sorti de façon intéressante de cette étude. Donc les partenariats en fait qui ont été cités. Donc là, c'est intéressant de voir en détail par pays. Donc on voit partout, dans chaque pays, l'importance, la première place en fait, attribuée aux partenariats avec des associations, donc des ONG. On voit effectivement que les partenariats avec les institutions publiques sont plus importants à La Réunion, mais ils existent aussi à Maurice. Alors qu'en fait, par exemple, à Madagascar, l'échantillon est beaucoup plus petit, mais on a vu que on a plus recours à des partenariats avec des ONG, qu'elles soient locales ou internationales. On voit aussi l'importance à Maurice des partenariats avec des entreprises ou des fondations d'entreprises.
Les écoles sont plus souvent citées comme partenaires à La Réunion. Par contre, là où on voit quand même que c'est assez faible, c'est les partenariats avec des entreprises spécialisées dans le recyclage. Donc là, c'est quand même très faible. Hein, on n'a que 5% qui ont parlé de ce type de partenariat à Maurice, 2% à La Réunion et un peu plus important à Madagascar. Les bailleurs internationaux ont été cités à peu près à un niveau assez équivalent, un peu moins à La Réunion, mais sûrement parce qu'il y a déjà aussi une grande présence des partenariats des autorités locales. Également, les partenariats avec des entreprises qui sont dans l'énergie verte sont quand même assez faibles. Et puis, alors là c'est vraiment c'est triste, hein, parce que moi-même, je suis plutôt impliquée dedans. Les partenariats avec les entreprises spécialisées dans l'agriculture et l'art, alors là, c'est vraiment tout au bas de l'échelle. Hein, c'est voilà, 0, 2%, 0%, c'est-à-dire que ça n'a pas été du tout cité, alors qu'on a bien parlé de différents types. Je ne montre pas tous les tableaux parce que vous avez tout ça dans l'étude, mais on a bien demandé en fait les grands types. Il y avait le mécénat, il y en avait vraiment tous les grands. On a demandé des exemples à tous ces niveaux. Et là, on voit un peu l'absent. Moi, je trouve le grand absent. C'est un peu le mécénat et les partenariats avec les entreprises en culture et l'art. Et pourtant, je pense que c'est aujourd'hui, pour moi, c'est une boîte de créativité et d'espoir. Je trouve ça, j'ai envie de mettre le point dessus. Je trouve ça bien triste. Parce que c'est pour travailler la créativité des plus jeunes, la créativité et aussi la joie de vivre qui est inhérente à faire bouger toutes ces autres actions sans joie de vivre. On ne pourra pas faire bouger le reste. Enfin, si je pouvais avoir un conseil, je ne sais pas si je suis bien placée pour le faire, c'est quand même de ne pas oublier les artistes, les entreprises d'art, les écoles d'art d'ailleurs, qui ont besoin de mécènes et de bourses, parce qu'on a beaucoup de talent dans nos régions. Et La Réunion, qui a peut-être plus de moyens, les autorités, évidemment, en a moins besoin, mais on peut dire que sur Maurice et Madagascar, c'est un peu le grand absent de ces partenariats. Je m'arrêterai là parce que je vais déborder. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Job, pour cette belle présentation. Effectivement, une nouvelle également, donc ça fait plaisir. Alors, on va passer tout de suite, on va plutôt rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette année encore, mesdames et messieurs, nous donnons la parole à nos Green Sponsors pour une mise en lumière de leur partenariat. Nous aurons 4 sessions de discussion de 30 minutes chacune, durant lesquelles 2 Green Sponsors partageront leur retour d'expérience sur leurs différents projets, suivi d'une session de questions du public. Je vous invite à me rejoindre sur la scène, le premier panéliste pour cette 2e saison du forum de GDA. Sous vos applaudissements, accueillons tout de suite Madame Valissa Zogé de Spéville, Head of Sustainability, Reputation and Engagement du groupe MCB. Group Head of Human Resources and Sustainability à nous rejoindre. Engagement and Inclusion et bien sûr modérer ce panel de journaliste au journal des Archipels. Il sera le modérateur pour ce premier panel axé sur le thème environnement et sociétal. Voilà, la scène est à vous, je vous laisse la place. Merci Estelle. Donc bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandre Charbou, journaliste au journal des Archipels. Donc je voulais juste comprendre un peu ce qu'a abordé Nathalie. Donc effectivement, nous, comment moi je vois mon métier de journaliste au journal des Archipels, je voudrais juste dire 2 mots là-dessus. C'est que nous sommes vraiment un magazine d'affaires, oui, mais qui veut vraiment accompagner ces initiatives, ces organisations
à notre avis, vont dans le bon sens. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, et là vous le verrez, je pense, dans cette hors-série que nous avons fait, il y a beaucoup de choses qui se font dans la région, aussi à Maurice, mais dont on ne parle pas, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler de ces initiatives de développement durable. Et c'est une réalité à laquelle nous faisons face, c'est-à-dire que nous entendons parler de tel ou tel projet qui mérite d'être mis en lumière, et souvent les entreprises n'ont pas forcément le réflexe ou les process en place pour nous communiquer sur ces projets qui sont pourtant formidables, qui valorisent non seulement l'entreprise, mais qui vont aussi susciter davantage d'engagement. Donc si j'ai un message à faire partie, c'est celui-ci. Ces projets que vous mettez en avant, qui sont peut-être petits, qui parfois vous semblent ridicules, ils ne le sont pas, en fait. Ils vont susciter, du moins chez nous, chez les journalistes, un intérêt, et je pense chez les lecteurs aussi. Donc parce que nous sommes lus dans la région, aussi par les entrepreneurs, les gens qui peuvent prendre des décisions, et donc en découvrant vos projets dans notre journal ou ailleurs, ça peut susciter des partenariats. Et c'est comme ça que le journal des archipels se voit, en fait. Donc voilà le rôle qu'on veut jouer. Donc on va essayer d'aller droit au but. Donc juste représenter les panélistes qui sont à côté de moi. Donc il y a Dave Sugomin, j'ai bien prononcé, donc qui est le Group Head of HR and Sustainability du groupe Ciel. Et il y a Delphine Bouic, Group Head of Community Engagement and Inclusion du groupe Ciel. Et Vanessa Leger de Spéville, qui est Head of Sustainability, Reputation and Engagement chez la MCV. Donc je vais poser quelques questions aux représentants du groupe Ciel. Avant ça, je vous invite à découvrir une petite vidéo. Nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre un projet financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund, qui est un projet de conservation écologique, agroécologie et dissémination de connaissances. Le projet vise à soutenir, à renforcer la résilience d'un écosystème et des communautés contre le changement climatique. Le partenariat clé qui a permis à Fermé d'arriver où on est aujourd'hui, de continuer sur cette lancée. D'abord le groupe Ciel, qui soutient le Conservation Trust depuis le tout début. Nous avons un partenariat continu avec la Mauritius Wildlife Foundation, la NWF, qui vient faire le monitoring de tout ce qui est faune endémique de Maurice. Et aujourd'hui, on travaille en plus avec une ONG qui s'appelle Naturally Too, qui est constituée de scientifiques et qui vient aussi nous appuyer sur les bonnes pratiques et sur les protocoles de restauration. On va parler Conservation Trust. Donc c'est un partenariat de Ciel et de l'État qui a été créé dans les années 2006. Et donc depuis on a fait un sacré bout de chemin. Et vers les années 2013, nous avons eu un financement avec la UNDP GF30 qui nous a permis de développer encore plus notre travail de conservation avec des relâches d'oiseaux qui vivaient ici à 400 ans de cela, donc environ 360 oiseaux ont été relâchés. Et avec le financement de la UNDP GF30, on a pu faire des extensions de notre superficie de restauration de forêt. Donc aujourd'hui, on est quand même à 17 hectares de forêt avec environ 37 000 plantes plantées déjà. Lorsque nous plantons, nous créons aussi l'habitat de ces oiseaux que nous avons relâchés, ainsi que la passerelle. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est redonner à cette forêt l'état qu'elle avait il y a 400 ans. Les coopérations clés étaient techniques. Au niveau de la restauration écologique, le partenariat principal du projet CEPF consiste à échanger les différentes pratiques, les bonnes pratiques de la restauration écologique. Et pour la partie agroforesterie, agroécologie, nous avons donc le partenariat scientifique avec le Vélo Vert. La coopération avec la Réunion, principalement, se situe à travers le Vélo Vert, puisque le Vélo Vert est en interaction avec Formatera, expert dans la formation pour l'agroécologie et la transition agroécologique en système TECA. La deuxième composante du projet CEPF inclut le développement du modèle farm, donc du ferme social, qui comprend aujourd'hui 11 fermes, et qui ont pour objectif
à l'horizon de décembre 2024, de développer 5000 m² d'agroforesterie avec donc culture de légumes, mais aussi d'arbres fruitiers. Et l'avantage et la valeur ajoutée à cette modèle farm est qu'elle fournit à ces dames le moyen de subvenir à leurs besoins tous les jours et de plus en plus à vendre le surplus de leurs produits agricoles à leurs voisins et à la communauté locale. Ma première question s'adresse à toi, Dave. Donc là, dans la vidéo, nous avons parlé d'un projet qui est d'actualité, mais on va parler du groupe en général. Donc la question est, donc le groupe Ciel est un acteur très diversifié, avec un engagement sociétal qui de longue date. Comme on l'a vu dans la vidéo, on parle de Ferney. Et on observe autant des efforts concrets pour générer un impact environnemental, mais aussi social, en adoptant une approche locale et inclusive. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet, c'est-à-dire pourquoi cet engagement, je peux dire avant tout pour les sociétales, et aussi, donc comme on va parler du groupe en général, des autres axes d'intervention du groupe. Existe-t-il d'autres types de partenariats stratégiques contribuer à amplifier notre impact? Merci Alexandre. Bonjour tout le monde. Grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Donc effectivement, je pense que c'est important de souligner de l'État que les partenariats stratégiques, c'est quelque part profondément ancré dans l'ADN du groupe Ciel. Pour nous, ces partenariats, c'est quand même très essentiel pour pouvoir générer du progrès significatif pour nos entreprises. Et le plus important aussi, c'est pouvoir générer de l'impact par rapport à notre stratégie de développement durable qui est quand même axée sur 3 piliers, qui est les employés, la communauté et l'environnement, bien sûr. Donc pour revenir sur le projet que vous avez vu et notre approche, comme on dit, locale et inclusive, c'est important de dire qu'au-delà de ce qu'on fait au niveau de la conservation et de la reforestation à Ferney, on a aussi des partenariats avec le Vert et par exemple Formatera Océanium, comme a été mentionné par Alexandre, justement pour former des gens de la communauté dans le sud-est sur les pratiques agroécologiques ou même l'agroforesterie. Donc tout cela nous permet aussi au niveau de la communauté dans le sud-ouest par exemple, à Ferney, de renforcer la sécurité alimentaire, qui est quand même très très important, mais de plus aussi de créer un mode de vie sain, parce que à travers ces partenariats aussi, on démontre l'importance de l'agriculture écologique et de ne pas utiliser des produits chimiques, par exemple des pesticides, dans la culture des légumes et des fruits. Donc, pour nous, c'est quelque chose quand même qui, on crée de la capacité et on forme les gens de la communauté. J'ai aussi un exemple qui est quand même très, très intéressant, le partenariat qu'on a avec l'Université de Maurice, le MAMCEP, c'est des coopératives d'agriculteurs aussi, et même avec le soutien de l'Union européenne, où on a quand même formé 200 agriculteurs pour des légumes et des fruits à être consommés par les hôtels nord-est. Donc, pour rappel, nos hôtels de Sun Life, à ce jour, plus de 70% de ce de nos aliments sont approvisionnés localement. Donc, quand même, qui est partie de la stratégie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi encourager ces planteurs à produire et ils ont la garantie aussi que ce qu'ils produisent est consommé par les hôtels. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tous les restaurants de nos hôtels aussi, on a revu les repas en fonction de ce qu'ils produisent, justement pour encourager cette consommation. Donc voilà un peu sur le côté environnemental et au niveau de la communauté. Maintenant, si vous parlez aussi par rapport à nos autres axes, donc par rapport à notre axe people, donc nos employés.
Donc aujourd'hui, le groupe Ciel aussi, on a une stratégie pour investir dans quand même un workforce, une main-d'œuvre quand même qui est dynamique, une main-d'œuvre qui est inclusive. Donc on investit beaucoup dans la formation de nos talents. Ouais. Donc cette main-d'œuvre, ça chiffre à combien là? Maurice, on est à peu près 9 milliards 10 000, mais le groupe Ciel, dans la totalité, on emploie 38 personnes, collaborateurs. Donc on est présent à Madagascar, en Inde, au Bangladesh, au Kenya. Donc, mais à Maurice, dans les 8 000 à 9 000 collaborateurs. Donc, comme je disais, on investit beaucoup dans le développement de talent, le bien-être de nos collaborateurs. D'ailleurs, nous, on s'est mis aussi un objectif que toutes nos entreprises sont certifiées, comme ce qu'on appelle les Great Work, donc on collabore avec les Great Work par exemple. Et sur le sujet de la formation, par exemple, on a plusieurs exemples aussi. C'est-à-dire que pour le LIEUS, on a des collaborations avec des institutions de prestige, comme HEC Paris. Donc, on a quand même formé 75 LIEUS jusqu'à présent sur des formations avec HEC Paris. En vue de notre engagement aussi au niveau de la diversité et de l'inclusion, on s'est mis des targets pour la représentation féminine au niveau du top management, mais aussi l'emploi des gens, donc sur la place des femmes, on a aussi collaboré avec l'université de Stellenbosch, donc qui est en Afrique du Sud, qui est une université de référence pour former les femmes. Donc on a eu par exemple 33 femmes l'année dernière qui ont passé sur cette formation. Et avec HEC aussi, exactement. Avec HEC aussi. Et par rapport à notre engagement pour l'inclusion, on s'est aussi fixé des objectifs pour les personnes handicapées. Donc là, on a des partenariats qui varient en Inde avec Enable India par exemple, à Maurice avec le Global People Foundation, Inclusion Inclusion Mauritius, à Madagascar, nos amis à Madagascar sont en ligne avec l'Humanité Inclusion. Donc tout cela, tous ces partenariats nous aident aussi non seulement à emmener un changement, parce que c'est important aussi d'emmener un changement dans la culture d'entreprise, dans le mindset. Donc ces partenariats nous permettent aussi de former nos équipes pour mieux accueillir ces gens au sein de l'entreprise. Mais ces partenariats nous permettent aussi d'avoir accès à la main-d'œuvre, à des gens formés pour pouvoir intégrer l'entreprise aussi. Donc ça c'est un peu sur le volet people, et puis il y a le volet environnemental aussi, qui est le dernier volet du groupe, où je pense que l'exemple le plus que je suis vraiment très fier pour le groupe, c'est ce qu'on a fait à Manhattan, à nouvelle usine. Donc c'est un exemple vraiment concret où c'est du repurposing, c'est de la régénération. Donc comme vous savez, à Manhattan, on avait l'usine de chloralidware. Donc avec des partenaires, on a quand même pu optimiser sur les ressources, on a quand même pu implémenter des solutions écologiques, justement pour avoir un hub qui est quand même bien very vibrant, et aussi qui encourage quand même des gens de la communauté à venir avoir un bureau ou même un espace de vie pour tout un chacun. Donc au niveau de la nouvelle usine, on a des collaborations aussi avec par exemple The Wood Shop, la Déchetec, justement pour faire du upcycling. Donc on a quand même recyclé presque 5 tonnes de matériaux, des anciens meubles aussi, qu'on a utilisés dans les bureaux, dans les restaurants et tout. Et au niveau de la gestion des déchets aussi, on a été en partenariat avec Don't Waste, qui nous ont aussi permis de mettre en place des systèmes qui sont en ligne pour qu'on puisse aussi monitorer les déchets dans de A à Z. Et là aussi, on a vraiment jusqu'à présent recyclé près de, je crois, 46 à 50 tonnes de déchets. Que certains ne connaissent pas, si tu peux nous parler de ça. Don't Waste. Don't Waste, c'est un partenaire donc, qui nous accompagne sur ce projet de gestion des déchets. Merci beaucoup, Delphine. Delphine. Donc l'idée, encore une fois, c'est une tâche ardue qui nous est confiée là, de parler d'un groupe aussi diversifié. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de comment concrètement le groupe, parce que certes vous avez de multiples entreprises, que ce soit Maurice
dans la région. Comment le groupe, quelle est sa stratégie en termes pour nouer des partenariats? Comment vous le faites? Comment capitalise-t-elle dessus sur le partenariat et comment elle fait sur la durée? Parce que je pense que c'est ça un des enjeux. Le partenariat, oui, mais de le rendre le partenariat lui-même durable. Donc comment le valoriser dans la durée? Comment vous le faites? Alors, je peux parler de la Self Foundation, que je gère depuis 20 ans. Alors, c'est clair que nous, dès le début, on a approché les ONG en leur offrant notre partenariat. Nous n'avions pas de compétences en termes de pauvreté, d'handicap, d'addiction. Donc, il nous a fallu apprendre. Et ces partenariats ont permis définitivement d'apprendre sur les sujets. Et la Self Foundation s'est construite grâce à ces partenariats. Être partenaire, c'est c'est donner l'un l'autre, c'est pouvoir apprendre l'un de l'autre, c'est beaucoup échanger. Aujourd'hui, les ONG sont nos partenaires, définitivement. Nous travaillons main dans la main pour le même objectif. L'objectif est d'avoir le meilleur impact possible sur un bénéficiaire. Donc, en les approchant et en étant avec les ONG, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, je pense que nous avons réussi à construire un cadre de confiance dans lequel qui favorise l'excellence en fait, parce qu'il n'y a que dans la confiance qu'on peut aborder les challenges, qu'on peut se dire les choses difficiles qui fâchent, et ça nous a vraiment permis d'avancer et définitivement de monter en puissance en termes des impacts que nous souhaitons avoir sur les bénéficiaires. Nous avons eu en 20 ans beaucoup de partenariats qui ont été positifs. Certains d'ailleurs continuent sans nous, heureusement. Un des meilleurs partenariats, je dirais, le plus productif et le plus abouti que nous avons est avec Caritas, Maurice. Nous avons monté avec eux il y a 14 ans maintenant un projet de développement communautaire qui s'appelle la Case Espoir, qui est à Solitude, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, ça a vraiment été un travail. On a commencé from scratch. On avait juste un terrain et puis une envie des deux côtés, quand même, de monter un projet de développement communautaire. Et c'est abouti parce que c'est un vrai chemin qu'on a porté petit à petit, tous les deux, avec, comme je disais, avec beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Et chacun dans cet espace-là, finalement, ça permet, je pense, d'amener le meilleur des deux parties. Et dès que cette confiance est installée, ça permet aussi d'amener d'autres partenaires. Donc, comme vous avez vu à la Vallée de Ferney, c'est à un moment donné, on emmène d'autres personnes. Nous, on travaille beaucoup avec d'autres financeurs aussi, donc ça nous permet d'aller chercher d'autres financeurs pour leur dire, venez nous rejoindre pour supporter le projet, ou d'autres ONG qui permettent d'apporter du capacity building. Donc, pour nous, au niveau de la Self Foundation, le partenariat, c'est la clé de voûte. C'est impossible de faire sans. Pour ceux qui connaissent aussi, on a une plateforme arttogether.lu qui existe depuis 2007 et qui encourage donc Art Together, agir ensemble. Donc c'est vraiment le motto et c'est destiné aux acteurs du social, particulièrement les ONG à Maurice. Et c'est vraiment dans un but de les encourager elles aussi à travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ça, je pense que personne ne peut discuter ça. Et les ONG ont souvent tendance à travailler un peu en silo. Et donc, elles sont moins fortes, elles ont moins de présence. Je pense que, donc, Art Together complètement dans cette dynamique d'essayer de les rassembler le plus possible pour les faire travailler ensemble et une fois de plus avoir un meilleur impact et monter en puissance, en fait. Donc, juste un petit mot sur Art Together, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme. Je vais juste expliquer. Alors, c'est une plateforme sociale, c'est un site internet, et en fait, donc arttogether.lu, et en fait, ça regroupe les acteurs sociaux à Maurice, les ONG, les financeurs, les différents protagonistes. Et en fait, on a donc une partie qu'on appelle la partie online et la partie offline. La partie online, donc, c'est le site, tous les services qui existent sur le site. Et puis la partie offline, c'est tous les projets de capacity building qu'on apporte aux ONG grâce à la plateforme, en fait. Donc il y a surtout du capacity building, on fait beaucoup de ce qu'on appelle nos professional workshops sur des sujets donc, qui sont menés par les gens en entreprise en fait, sur les différents sujets dont les ONG ont beaucoup besoin
Ça peut aller du HR management à succession planning, comment gérer un budget, etc. Et puis, tous les événements où on peut favoriser le rassemblement des ONG, le networking, on fait ça. Voilà. Donc avec une plateforme qui est très utile, donc on peut voir les annonces, on peut voir les projets qui sont menés, etc. Donc un bel exemple de partenariat réussi. Merci. Donc nous allons passer maintenant aux questions groupe MCB. Avant cela, je vous invite à visionner une vidéo. Pensons que le changement climatique est un problème qui concerne tout le monde et nous avons besoin de comprendre pour agir. Débat climat, c'est une façon pour la MCB de mettre ces sujets sur la table et de sensibiliser l'ensemble de la population et les étudiants en particulier sur ces sujets pour qu'on puisse vraiment se les approprier et agir dans ce sens. Donc, Débat climat, c'est une initiative de la MCB et Radio Gandhi Science Center avec la collaboration du parrain de cette initiative, le docteur François Genève. Et donc, nous avons décidé de créer une plateforme pour donner l'occasion à des jeunes de venir parler sur les sujets du changement climatique. La collaboration entre la MCB et Radio Gandhi Science Center, c'est un lien très fort qui démontre le rôle de partenariat public et privé. Et là, les élèves, ils étaient vraiment des ambassadeurs pour passer le message à travers la population. Des centaines de milliers de jeunes. C'était un grand challenge pour les deux partenaires parce qu'ils ont l'expertise de CSR, Corporate Social Responsibility, et le Sustainability Section. Et le Radio Gandhi a l'expertise de Science Education et communication pour conscientiser la population. En tant que prof de biologie, je trouve que c'est très important de parler du changement climatique. Et Débat climat, en fait, vient avec une plateforme qui donne aux élèves justement l'opportunité de pouvoir parler du changement climatique. Même si on n'a pas forcément l'occasion d'approfondir sur le changement climatique. Du coup, je trouve que c'est vraiment très important le débat climatique. Je pense que c'est une très belle initiative que la MCB et la Radio Gandhi Science Center, justement, parce qu'ils ont compris que les étudiants ont une manière de parler. Le débat climat ont montré que le créole peut être utilisé comme langue soutenue. Et c'est justement en leur faisant comprendre que le changement climatique est là qu'ils pourront justement les faire partager à leurs amis, leurs familles, plus facilement. Quand nous considérons tout l'aspect humain, tout l'aspect où nous devons prendre nos responsabilités et assumer ce que nous avons fait et tenter de réparer les erreurs que nous avons causées par le passé, il faut savoir comment le présenter plus facilement aux jeunes. Le débat climat nous a donné l'expérience et l'expertise de pouvoir aborder le thème du changement climatique et nous pourrons partager cette connaissance avec ceux autour de nous. Les jeunes sont malheureusement pas assez engagés dans le changement climatique. C'est souvent un sujet très ennuyeux et on ne voit pas vraiment la problématique du thème. Mais grâce à des programmes comme le débat climat, où les jeunes peuvent s'engager à apprendre et à débattre sur ces thématiques, ils ont une connaissance beaucoup plus approfondie sur le sujet. Et je pense que vraiment le manquement chez les jeunes, ça serait la connaissance sur le problème du changement climatique et comment vraiment combattre ce changement climatique. Quels sont les outils qui sont dans les mains de tous ces jeunes et quoi faire? Bravo pour donc, le débat climat. Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez évidemment voir les épisodes sur YouTube. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-uns. Donc, c'est un projet très ambitieux, le débat climat, parce que ça demande justement de susciter des partenariats. Donc, pour celui-ci, il y a eu un partenariat entre une organisation privée, MCB, et une organisation publique, le Radio Gandhi Science Center, ainsi que d'autres collaborations un peu plus larges avec les collèges. Donc, comment c'est le public visé, ce secteur de l'éducation qui est composé non seulement des parents, mais aussi des enseignants et des élèves, a-t-il accueilli ce débat parce que donc, sous l'adhésion de non seulement ces organisations, mais aussi du public visé. Donc, a-t-il été difficile pour vous de faire adhérer à ce projet?
Et quel constat faites-vous de la sensibilité climatique des collégiens qui a été un peu au cœur de ce projet? Merci Alexandre, bonjour à tous. Alors d'abord, il faut dire que le partenariat public-privé pour MCB, évidemment, ça ne date pas d'hier, notamment dans le domaine de l'éducation. On a quand même un track record assez important. Donc le Rajiv Gandhi Science Center, c'est déjà un partenaire depuis plusieurs années. On a organisé avec lui les Science Quest et plusieurs autres événements. Donc il nous apparaissait un peu logique et naturel de se tourner vers eux. Et c'est vrai que donc, on a capitalisé sur cette confiance. Tu parlais tout à l'heure de confiance, je pense que c'est ça le mot. Et tout de suite, on a co-créé en fait ce programme avec François Gemel aussi, qui était le parrain de cette initiative, parce qu'il nous a aidé à construire les debate papers en fait, donc, et à former aussi les professeurs, les élèves. C'est ça qui a été extraordinaire dans l'aventure du débat climat. On a tout co-créé à trois, donc avec le Rajiv Gandhi Science Center, la MCB, on n'avait jamais fait ça avant, hein, mais ça a été une grande première, et François Gemel évidemment qui pilotait la partie, on va dire, académie, recherche et expertise, notamment sur les debate papers et la formation des profs. Ça a été un grand succès, on a eu 2 sessions jusqu'à l'heure, mais on a d'autres qui arrivent aussi. Et j'ai envie de dire que la petite touche en plus du débat climat pour moi, et malheureusement la vidéo n'en parle pas assez, on parle en français, ça a été le choix de le faire en créole. Ça a tout changé. Parce que déjà, c'est la langue maternelle de la plupart des Mauriciens, évidemment, et donc de pouvoir débattre dans sa langue maternelle, ça donne une dimension quand même complètement différente au sujet. Et puis, ça permet aussi aux élèves, ce qui est hyper intéressant, c'est de développer un lexique climatique en créole. Parce qu'il y a plein de mots qu'on a dû aller se casser la tête pour traduire, et les élèves eux-mêmes ont dû chercher. Et donc, ça a développé tout un vocabulaire, un lexique climatique en créole, qui était extrêmement intéressant. Et puis surtout, cette diffusion nationale, parce qu'on a eu la MBC qui nous a diffusé toutes les sessions, donc c'était aussi un moyen pour nous de rentrer dans les familles. C'est au-delà des élèves qu'on avait formés, parce qu'on ne parle pas pour pouvoir débattre sur un sujet, il faut déjà l'intégrer, s'informer, faire des recherches, comprendre, pour pouvoir avoir des arguments pour, des arguments contre. Donc c'était extrêmement construit, ils n'avaient pas beaucoup de temps, c'était 5 minutes, et puis 3 minutes de conclusion, donc il fallait que ce soit hyper précis, les mots étaient hyper précis. Et puis évidemment, ça demande un certain charisme, une rhétorique, et c'est ça qui est formidable, parce que le créole est extrêmement imagé, et on a eu des débats, mais magnifiques. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était par rapport au partenariat. L'importance de la confiance. Exactement. Donc, une petite question, enfin, je suis journaliste, je ne peux m'empêcher d'être très curieux. Comment avez-vous jugé la sensibilité climatique un peu de ces jeunes que vous visiez? Non seulement les jeunes, mais aussi la communauté autour d'eux, c'est-à-dire les parents, les enseignants accompagnateurs. Comment vous avez évalué cela? Je pense que tout le monde. Les jeunes sont peut-être plus encore conscients que nous, que des générations avant nous, sur ces sujets-là. Mais les choix des thèmes étaient quand même extrêmement précis, et de temps en temps, il y avait, enfin la plupart du temps, ce que ça disait aussi, c'était que c'était pas blanc ou noir. Il y avait beaucoup de nuances. Il n'y avait pas que des solutions. Les problèmes de temps en temps, les solutions de temps en temps apportaient aussi des problèmes. Donc c'est vraiment cette complexité-là qu'ils ont été obligés de comprendre, d'aller vraiment dans le cœur du sujet pour savoir si il y a des sujets complètement qui font l'objet de débats même sur la scène internationale. Donc c'est ça qui était intéressant. Il y avait toujours une équipe pour, une équipe contre, mais c'était pas forcément très tranché. Et donc c'était la capacité des élèves à aller construire leurs idées et à débattre sur des sujets qui n'étaient pas ni blanc ou noir, mais avec beaucoup de nuances dans leurs propos, c'est ça. On peut dire qu'il y a quand même une très bonne conscience. Un grand impact, ça c'est sûr, sur les élèves qu'on a touchés, sur leurs parents, sur les écoles, les professeurs aussi, parce que du coup ça, c'était ce qui était intéressant, c'était que les débats étaient préparés par les professeurs en classe avec leurs élèves, et voilà, et c'était pas tout le monde qui était amené à parler, mais une équipe de 3 au final qui prenait la parole, mais ça demandait un travail d'équipe en amont.
Donc il y avait toute la chaîne et ça a demandé énormément de travail en amont, comme vous l'imaginez. Je peux dire que le niveau était quand même assez surprenant. Ah ouais. Non, le niveau, moi, m'a bluffé. Et on a reçu, enfin au début, le tri se faisait au début, c'est des vidéos, et après on a eu donc, des amicales, des demi-finales, etc. Mais, d'abord, on a des gens qui s'intéressent, et puis c'est l'art de la parole. C'est impressionnant, on a eu des cas, mais je me dis, mais c'est pas possible, ils vont faire, ces gens-là, ils vont faire de la politique, ils ont énormément de capacité à... Mais c'était aussi parce que c'était dans leur langue maternelle, et c'était hyper imagé avec des... Enfin, vraiment, c'était un bonheur. Avant, c'est YouTube, hein. Nous savons que les banques sont appelées à prendre en compte de plus en plus le climat et les risques que cela comporte. Mais en faisant un tel projet, qu'est-ce que cela révèle du rôle que la MCB souhaite jouer dans la prise en compte de la question climatique? Parce que là, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de la prise en compte des risques climatiques, vous allez vers la sensibilisation. Donc, pourquoi cela? Parce que ce n'est pas évident, on va dire, de le faire. Et donc, est-ce que c'est simplement une manière d'aller plus loin dans la RSE, ou il y a aussi un intérêt économique dans ce type de projet? Non, je pense que c'est... Enfin, le rôle du banque MCB aujourd'hui, il est bien sûr déjà... c'est de faire un peu... ce qu'on fait, c'est de le faire au mieux possible, donc de faire un peu de ménage chez nous, sur notre impact direct qu'on peut avoir, d'essayer d'être plus propre au niveau de l'impact direct, de réduire notre empreinte, etc. Ça, c'est sur la partie environnementale. Mais il s'arrête certainement pas là, parce que quand on est humain comme MCB et qu'on a 180 ans d'histoire, on a un devoir, on a des responsabilités vis-à-vis de la société et le pays et la région dans laquelle on évolue, de faire les choses mieux aussi et de pouvoir inspirer les communautés dans lesquelles on vit. Donc clairement pour moi, la sensibilisation des jeunes fait effectivement partie de cet objectif-là. Ce sont les décideurs de demain, hein, donc ce qu'on veut, c'est qu'ils aient compris les problèmes, parce que c'est eux qui vont devoir les gérer plus tard, et qu'ils choisissent peut-être, parce que c'est un âge intéressant, 15-18 ans, c'est l'âge où finalement on n'a pas encore fait de choix pour sa carrière, tout est possible, ce sont souvent des filières, donc ce sont des professeurs de géographie, de sciences, enfin, plusieurs filières, mais c'est leur permettre peut-être de faire des choix de métiers qui seront, comme je dis souvent, plutôt du côté de la solution que du problème. Donc, et pour ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre les enjeux, mais c'est vraiment rentrer en profondeur dans les sujets et comprendre ces nuances, parce que c'est, comme je le dis, c'est pas un ou l'autre, c'est souvent les solutions entraînent d'autres problèmes, et c'est comprendre les choses de façon holistique. Donc, nous allons vous permettre de poser quelques questions si vous en avez avant de clôturer ce panel. Donc, si vous avez des questions pour nos panélistes par rapport à ce que vous avez entendu, etc. Donc, nous aurions pu continuer la discussion, mais faute de temps, je préfère ouvrir tout de suite la possibilité de poser des questions si vous en avez. Vous voulez garder pour plus tard? J'ai pas forcément suivi complètement le débat climat, mais j'imagine que c'est hyper complexe. Comment ça s'est passé en amont de l'organisation? En fait, oui, vous avez travaillé avec différents acteurs, mais comment en fait les écoles ont participé? En fait, comment ça s'est fait concrètement? C'est hyper beau, mais ça a l'air énorme. Oui, c'est énorme, effectivement, mais justement, sans Radio Girl Design Center, ça n'aurait pas été possible, parce que c'est eux, en fait, ils dépendent du ministère de l'Éducation, donc ils ont forcément un lien direct avec les professeurs, ils organisent des formations de ce genre, c'est leur raison d'être. Donc on s'est beaucoup appuyé sur eux, et ça a été un travail de collaboration. Il y a eu des réunions, mais je ne vous explique même pas. En amont de préparation, de logistique. Enfin, le sujet aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on va poser ça dans le temps qui est imparti. C'est une des grosses contraintes, parce qu'il y a un curriculum immense, il faut aller placer le problème du changement climatique, la préparation de débat. En plus, nous, quand on a commencé la réflexion, c'était juste avant le Covid, parce que ça date quand même d'un moment.
C'était avec François Gemène, on avait discuté comment on pouvait aller plus loin dans cette sensibilisation. Et à un moment donné, on s'était même posé la question, est-ce qu'on le fait online ou pas, mais finalement, on a préféré attendre de le faire en physique parce que c'est vraiment une autre dimension. Mais pour répondre à la question, oui, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de détails, il faut penser à tout, mais encore une fois, sur la partie école, on s'est beaucoup reposé sur le Adjunct Design Center, d'où le partenariat. Je trouve que c'est vraiment important. On ne va pas réinventer la roue, c'est eux qui avaient les entrées. On a l'appui du ministère, on avait tout ça, c'était grâce à eux. Et je crois que c'est une confiance commune. Comme je dis, ça fait 20 ans qu'on finance, qu'on sponsorise et qu'on travaille avec eux sur d'autres partenariats. Et là, ça a été l'aboutissement de tout ça. C'est dommage que l'auteur ne soit pas là ce matin, parce que je crois qu'il est rentré hier soir. Mais vraiment, ça a été une magnifique collaboration. Des heures et des heures de détails, de travail, on a bien payé. Et maintenant qu'on sait faire, parce que c'est ça le sujet, c'est que ce soit réplicable. On voulait que ce soit pas un truc et puis c'est ça fini. Là, l'idée, c'est qu'on sait faire. Donc, c'est ça. Enfin, j'espère, ça prendra moins de temps. Mais c'est juste, et puis trouver les sujets. Mais les sujets, il y en a plein. Et puis François nous a vraiment, il a été fantastique. C'est une volonté de personne. C'est la deuxième saison, n'est-ce pas? Oui, on en a eu 2. Et nous, on n'est pas. Je regarde des collègues là-bas. On a encore. Je crois qu'on a une session la 3e session la semaine prochaine. Donc, on est encore en train de réfléchir. Donc, tu vois, une question derrière? Non? Bon, mais on est là toute la journée, donc on pourra aborder ces questions que vous gardez plus tard. Merci beaucoup.